Les frappes conjointes américaines et israéliennes contre l'Iran s'étendent à un conflit régional plus large. Toute la périphérie est désormais au bord d'une guerre à multiples théâtres, sans précédent dans ce conflit jusqu'à présent. Donald Trump a présenté la campagne comme un effort systématique visant à démanteler la capacité de l'Iran à menacer les intérêts américains. Il déclare : la campagne vise l'arsenal de missiles de l'Iran, ses forces navales, son programme nucléaire et ses réseaux de supplétifs. Mais cela pourrait aller au-delà. Des explosions ont été signalées dans et autour de Téhéran, notamment près du palais présidentiel, du complexe du Guide suprême et de bâtiments appartenant à des hauts responsables politiques et sécuritaires iraniens. Plusieurs médias ont rapporté une épaisse fumée et des détonations répétées dans la capitale et ailleurs, dans le cadre de l'assaut militaire. Et bien que les détails précis continuent d'émerger, plusieurs hauts responsables auraient été tués lors de ces frappes de décapitation, y compris le Guide suprême lui-même. L'objectif est passé de contenir l'Iran à briser sa volonté. L'Iran le comprend et considère ce combat comme existentiel. C'est pourquoi il élargit désormais le champ de bataille. Des centaines de missiles et de drones iraniens ont frappé des infrastructures économiques et militaires dans plusieurs États arabes, dont la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Syrie et les Émirats arabes unis. En fait, l'Iran a tiré à peu près autant de missiles sur les nations arabes que sur Israël lors de la première vague. Ainsi, les Américains et les Iraniens montent tous deux les échelons de l'escalade, mais pour des raisons différentes. Alors que Trump pense que l'Iran n'ira pas plus loin, l'Iran pense que Trump ne peut pas soutenir une escalade. Nous sommes maintenant piégés dans ce cycle. Les conflits commencent généralement par des actions, mais ils s'emballent à cause des suppositions. Le président Trump est convaincu qu'il peut contenir les répercussions politiques et militaires des frappes contre l'Iran. Une confiance façonnée par ses décisions passées en matière de politique étrangère. Vous voyez, lorsque l'establishment à Washington met en garde contre une action qui brise les normes, Trump ignore leurs conseils, passe outre et ne subit apparemment aucune répercussion. Trump a d'abord rompu avec la politique américaine en 2018 lorsqu'il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Les critiques au sein du département d'État avaient prédit des manifestations massives et des violences contre le personnel américain, mais ce scénario ne s'est jamais produit. Cela s'est à nouveau vérifié en 2020, lorsque Trump a ordonné l'assassinat du commandant de la force Al-Quds iranienne, Qassem Soleimani. Les analystes avaient prédit d'énormes représailles, mais il n'en est presque rien résulté. Le pari de Trump avait payé, et il a payé à nouveau en juin, lorsque les États-Unis ont rejoint la campagne militaire d'Israël contre l'Iran. À l'époque, les critiques avaient averti Trump qu'attaquer directement l'Iran accélérerait son accès à l'arme nucléaire, mais il ne s'est presque rien passé. Cette dynamique s'est répétée tout récemment en janvier, lorsque Trump est intervenu au Venezuela et a capturé le président Maduro. Les répercussions ont été insignifiantes. Une fois de plus, Trump avait raison. À chaque fois qu'il mettait le système à l'épreuve, le système absorbait le choc. Il est facile de comprendre pourquoi Trump pense que les avertissements concernant une attaque contre l'Iran sont exagérés et qu'il peut agir de manière décisive une fois de plus et s'en sortir indemne. Mais cette fois, cela pourrait changer. Les États-Unis ont rassemblé leur plus grand déploiement de forces aériennes et navales dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Les forces navales opèrent à la fois en Méditerranée orientale et dans la mer d'Arabie, aux côtés d'avions de combat déployés sur des bases régionales. Les données de suivi de vol en source ouverte montrent une forte augmentation des transports aériens stratégiques américains dans les jours précédant la guerre, avec plus de 80 vols de C-17 Globemaster enregistrés, ainsi qu'un flux régulier d'avions ravitailleurs KC-46 à Pegasus et KC-135 Stratotankers circulant le long des corridors atlantiques et méditerranéens. Ces moyens permettent d'assurer une logistique étendue, sans dépendre entièrement des bases avancées régionales, en particulier celles qui se trouvent à portée des missiles et drones iraniens. Plus important encore, à l'approche de la guerre, on a constaté un afflux visible d'avions de combat avancés dans la région. Cela inclut des F-22, Raptor des F-35 Lightning II, des F-15 E-Strike Eagle et des F-16 Fighting Falcon. Donald Trump a également indiqué que des bombardiers furtifs B-2 sont en alerte, les mêmes appareils
qui ont frappé les installations nucléaires souterraines de l'Iran en juin 2025. Cependant, cette fois-ci, leur déploiement dépendra probablement à la fois de la nécessité opérationnelle et de la disponibilité des munitions anti-bunker GBU-57, dont une grande partie a été utilisée lors des frappes de l'année dernière contre l'Iran. Le fait est que l'ampleur et l'échelle de la montée en puissance militaire offrent à Donald Trump beaucoup plus de marge de manœuvre qu'il n'en avait en juin dernier. Et il semble en profiter. Dans la phase initiale, les États-Unis sont allés au-delà des frappes contre les installations nucléaires et de missiles. Ils ont visé des éléments plus larges de l'appareil militaire, sécuritaire et politique de l'Iran, y compris les infrastructures du CGRI. Ce faisant, en infligeant de lourdes pertes militaires et économiques, Donald Trump et Benyamin Netanyahou cherchent à pousser Téhéran à faire d'importantes concessions politiques, ce qui équivaut à une capitulation. Si cela ne fonctionne pas, les Américains et les Israéliens pourraient essayer d'accroître la pression intérieure contre Téhéran, soit en alimentant des troubles publics, soit en élargissant les lignes de fracture ethnique, dans l'espoir que l'Iran s'effondre de l'intérieur. Cependant, cette approche nécessiterait un engagement prolongé et coûteux, et les Iraniens parient que Donald Trump n'a pas la capacité politique de maintenir un tel niveau d'escalade. Tout bien considéré, le conflit a désormais atteint un point où l'escalade cesse d'être accidentelle et devient délibérée. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre ouverte contre les États-Unis ou Israël. Il ne peut tout simplement pas égaler la puissance conventionnelle, dont il doit riposter de manière asymétrique, sur le plan politique et stratégique, plutôt que purement sur le plan militaire. En théorie, la voie la plus rationnelle pour Téhéran serait de chercher une désescalade rapide, tout comme il l'a fait avec Israël, en avril et octobre 2024, puis de nouveau en juin 2025. Mais l'Iran fait face aujourd'hui à un paysage stratégique complètement différent de celui d'alors. Washington et Jérusalem considèrent de plus en plus l'Iran comme faible et vulnérable. Un tigre de papier, si vous voulez. Les milices par procuration, qui constituaient autrefois l'épine dorsale de sa dissuasion, ont en grande partie été décimées. Son programme nucléaire a été endommagé, et son réseau de défense aérienne est en ruine. Ainsi, les responsables iraniens en sont venus à croire qu'à moins d'imposer dès maintenant des coups importants à Trump, ils resteront en permanence exposés à d'autres frappes. Dans un discours la semaine dernière, le guide suprême a menacé de couler un porte-avions américain et de fermer le détroit d'Ormuz. Le corps des gardiens de la révolution islamique pourrait maintenant se sentir obligé de mettre ces menaces à l'épreuve, mais il existe d'autres moyens, plus accessibles, d'imposer des coups asymétriques. Les États-Unis ont environ 40 000 soldats répartis sur une douzaine de bases, toutes à portée des missiles iraniens. Du point de vue de Téhéran, infliger des pertes américaines a une portée symbolique. Les dirigeants iraniens s'en souviennent encore. En 1983, après l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth, soutenu par l'Iran, qui a tué 241 membres du personnel américain, le président Reagan a finalement retiré les forces américaines du Liban. Malgré les promesses précédentes que les États-Unis ne se laisseraient pas chasser par l'intimidation, l'Iran cherche à nouveau à s'inscrire dans ce récit. Selon un sondage Quinnipiac de la mi-janvier, environ 70% des Américains s'opposent à une intervention militaire en Iran, y compris une majorité de républicains. Donc, les Iraniens estiment que si le nombre de morts américains augmente, Donald Trump aura du mal à justifier un conflit qu'il a lui-même provoqué. C'est le type de réponse asymétrique qui joue sur les avantages comparatifs de l'Iran, plutôt que sur de simples gains militaires sur le terrain. Un autre exemple est la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela perturbera les expéditions mondiales de pétrole, fera grimper les prix de l'énergie et aura des répercussions sur l'économie mondiale. À long terme, cela mettra aussi une pression politique immédiate sur Trump dans son pays. La dernière politique de représailles asymétriques de l'Iran, peut-être la plus controversée à ce jour, consiste à orienter indirectement le pouvoir de lobbying des nations arabes et de les amener à faire pression sur Trump pour mettre fin à la guerre. Même si les relations entre l'Iran et les États arabes du Golfe sont aujourd'hui plus fortes qu'elles ne l'étaient par le passé. Téhéran sait que les dirigeants du Golfe ont une réelle influence sur Trump et qu'ils pourraient lui demander de reculer s'il subissait des pressions.
C'est donc ce que l'Iran essaie d'obtenir en ciblant des infrastructures économiques et stratégiques en Jordanie, en Irak, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Syrie et aux Émirats Arabes Unis. Jusqu'à présent, l'Iran a tiré à peu près autant de missiles sur les nations arabes que sur Israël lors de la première vague. C'est la manière dont l'Iran essaie de transformer la vulnérabilité des Arabes du Golfe en pression politique sur les États-Unis. Le problème avec cette démarche, c'est qu'elle pourrait tout aussi bien se retourner contre l'Iran et forcer les nations arabes à rejoindre la campagne de bombardement américano-israélienne. Donc, c'est un pari qui pourrait aggraver la guerre au détriment de l'Iran. Les choses ne sont jamais si mauvaises qu'elles ne peuvent empirer. Si vous appréciez ce que nous faisons, laissez un commentaire, cliquez sur le bouton « J'aime » et peut-être partagez la vidéo. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et votre soutien.